Can I just ask you first of all about Statistics Canada took a look at trade data, cross-border trade data for February, and Statistics Canada said there really was no impact on our cross-border trade because of the blockades, and of course your government used economic damage as a justification for the Emergencies Act, and yet there really isn't any data to show there was much damage. What do you think about that? Well, there are statistics, and then there are real-life impacts, David. And as you saw, as we all saw throughout the course of the illegal blockades at borders, that trade and travel absolutely came to a standstill. So I think it's important to distinguish, aggregate statistical data from the fact that plants did have to shut down, people were temporarily laid off. That absolutely interrupted the day-in, day-out supply chains around food, around health, around energy, and that led to very devastating consequences on a daily basis for Canadians, which is why the advice that we got from law enforcement at the time was to reach into the legislative toolbox to use the Emergencies Act because their existing tools were not able to initially restore public order. So I would just really draw a bright line between statistics and what Canadians were experiencing at the border, to say nothing of the fact that here in the nation's capital, the community here was laid to siege as a result of the occupation. And speaking of which, we're going to have some motorcycles showing up this weekend. Yeah. What are you being told about that in terms of public safety and support for Ottawa police? What is your concern about these motorcycles? Well, I've seen some public reports about the so-called, is it a rolling thunder convoy, which is coming. Look, folks who live here in Ottawa have it still very fresh in their mind what they went through at the end of January and February, where people's lives were completely upended. I would say there is still exceptional sensitivity to the fact that they couldn't get to work. I mean, the Rideau Centre was completely shut down. Small businesses were completely shut down. Speaking of statistics, I mean, they laid out a very transparent business case in the way in which they took losses. Small businesses took losses here. And also, folks are still very, I think, sensitive to the fact that while we all respect, lawful protest, that you can't then cross the Rubicon and engage in illegal conduct, which is why I think it's really important that anybody who wants to engage in a kind of occupation that we saw in January, February, has to know that that's just not on. That we're going to provide the tools and the resources that are necessary for law enforcement to uphold the law in the way that they did. And there were some lessons that were taken, particularly, I think, for local police, the Ottawa Police Service. The interim chief, Bell, came up with, I think, some very appropriately strong language that we're not going to have a replay. And of course, of January and February. And so we place our confidence in law enforcement to uphold the law, respect the right to lawful protest, but do not want to see anything in the form of an illegal occupation again here in Ottawa. Êtes-vous déjà en contact avec la police d'Ottawa en amont du nouveau de ce week-end et puis juste ici? Oui. Est-ce que le fédéral met des ressources à la disposition de la police d'Ottawa pour cette fin de semaine de façon préventive? Tout à fait. Donc, dans le premier instant, j'ai lu quelques rapports qu'il y a un dialogue entre les forces policières ici à Ottawa et les leaders de le blocage. C'est tellement important que eux qui participent dans un proteste suivent la loi, respectent les droits des citoyens qui vivent en Ottawa et partout au Canada. Et on avait la confiance à la force policière de protéger la sécurité de tous les habitants d'Ottawa. Ce n'est pas responsable de dire des choses comme no holds barred or anything goes. C'est pas responsable. Donc, j'espère que eux qui veulent protester faut suivre la loi. But that doesn't answer either of my questions, so I'll just ask again. Est-ce que votre gouvernement est en contact avec la police d'Ottawa de façon préventive? Non. Est-ce que vous offrez des ressources? Non, ce n'est pas le job de le gouvernement d'entrer dans des négociations avec les protestataires. C'est le job de les forces policières. Ok? Et il y a des lignes de communication entre le chef de la police et son équipe. Et eux qui viennent à la fin de semaine.
Non, c'est la loi, c'est la responsabilité de la police de juridiction. Et ici, en Ottawa, c'est le chef de police d'OPS. Est-ce que la GRC va les aider cette fin de semaine? Si le besoin, si la demande est là, mais ça, c'est une des leçons qu'on avait prendre pendant les blocages, qu'il faut communiquer entre les différents niveaux des forces policières. S'il y a un besoin des ressources, des personnels, nous serons là. Do you think that you've learned enough, you with the government, that the police learned enough the first time around to prevent that from happening again? Do you think there will be better coordination, for example, of police forces? Well, I certainly believe that the lessons that we took from the illegal blockades in Ottawa are ones that we are continuing to reflect on, which is why the two independent review processes under the Emergencies Act are so important. The Joint Parliamentary Committee, which has already begun its work, as well as the official public inquiry, which we launched yesterday, which will be headed up by Justice Paul Rouleau of the Ontario Court of Appeal, so that we can be sure that we don't have a replay. But neither of those things have been completed, and there's another protest planned for 3 days from now. The fact that the work is not totally complete does not mean that in progress our police are refining their techniques, their tactics, making sure that they're able to communicate, that they're able to quickly respond with the agility that is necessary to respond to public order events. But I would say that while I know and I'm confident that police are working in those lessons into their own operational plans, which of course are independent from government. You don't want governments and elected politicians wearing uniforms and badges and enforcing the law. That's not the way our democracy works. It's equally important that Canadians respect each other. That no matter how vigorous our disagreements may be about this policy or that policy, that we don't break the law. And that's what we saw during the course of the illegal blockades. And don't take it from me. Look at the fact that there were hundreds of charges that were laid, again, on the basis of evidence that was gathered by police. We cannot condone that kind of conduct. So while, again, we encourage robust debate, and as a democracy, we respect and adhere to the value of free speech, there is never any justification to moving out of that space into the space of committing illegal conduct. Qu'est-ce qui a changé entre la gestion de la dernière manifestation et de celle-ci en fin de semaine? Pour les gens d'Ottawa qui nous écoutent, comment sera-t-elle gérée différemment? Je pense qu'il y a plein de leçons qu'on avait prendre pendant les blocages illégaux pendant janvier et février dernier. Un est le fait qu'il faut renforcer les lignes de communication entre les différentes forces policières. Il y a déjà un niveau de collaboration entre les équipes, mais il faut toujours rester vigilant à cet effort, donc la communication. Deuxièmement, je pense qu'il y a plus de flexibilité dans le contexte de l'opération de les forces policières quand il y a un événement comme le blocage pour répondre. Et dernièrement, j'espère, comme j'avais déjà dit plusieurs fois maintenant, que les Canadiens doivent respecter eux-mêmes. Et oui, c'est une démocratie. Oui, on avait beaucoup de choses où il y a des raisons pour les débats, où il y a des différentes perspectives. Il faut mettre cette perspective sur la table, mais dans une manière où nous, tous, respectons la loi. Merci beaucoup. Pour les mesures d'urgence, si les conservateurs demandent ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un fondement pour demander ça? Oui, pour moi, c'est essentiel que toute la vérité est disponible pour le public. Mais aussi, on doit s'assurer que tous les enjeux de sécurité nationale et de sécurité généralement qui n'étaient pas appropriés de publier publiquement sont pas disponible. Alors, il va y avoir un processus qui va déterminer qu'est-ce que c'est l'information qui est convenable de partager et qu'est-ce que c'est l'information qui doit rester sécuritaire.
Mais si le juge vous demande de lever la confidentialité du cabinet sur A, B ou C, est-ce que vous allez le faire? Ouais, c'est une question hypothétique. C'est pour moi, la situation va continuer pour nous. C'est essentiel pour le public d'avoir toute l'information possible, toute l'information qui n'avait pas un impact sur la sécurité nationale, mais de s'assurer que le public avait toute l'information. In English. Well, I think you're getting into a hypothetical. I think, again, what we're interested in is making sure that the public has all the information. But at the same time, anytime we're dealing with a matter that includes national security and ongoing investigations, that we have to be careful in how we share that information. And that it is injurious to national security. So our interest is in making sure that the full information is available to the public. People have an absolutely crystal clear picture of everything that happened, right up to the point that it's not injurious to national security and to the interests of protecting information that in the normal course of dealing with issues like this shouldn't be made public. With the pretty big campaign coming this week, do you foresee any changes at Parliament and the parliamentary precinct because of with the Rolling Thunder campaign that's coming in? Right, sorry, yes. They're saying that there could be thousands. Right. Do you foresee any changes with Parliament, the parliamentary precinct in terms of security to prepare for this? Well, a lot has been learned, obviously, by what happened by the occupation here in Ottawa. It's essential that people have the opportunity to protest and to share their opinions. But the occupation that occurred before is utterly unacceptable. The city was terrorized, and it was not a circumstance where I think legitimate democratic points were being made anymore. It turned into something much more sinister. So the protests that will come here, of course, should be able to happen. But I have every confidence in local officials and the Parliamentary Protective Service to make sure that it doesn't degenerate into something that it shouldn't. How do you balance between what the judge wants to see and what you just say you can't see that because of reasons of national security? Yeah, look, in many issues, and the Winnipeg Labs issue was one that was incredibly difficult. We have two competing interests. The most important thing that we can do is make sure the public has all the information they need to see clearly why decisions were made and how they were made. But we also know that we have to protect the national security. Those are difficult things to balance. I think in Canada we've done it exceptionally well. And where there are disputes, and I point to the Winnipeg Labs example specifically, where we had the NSCOP, which was given as an option. The opposition didn't think it was strong enough. They fulfilled their function. We responded by creating a different model that allowed expanded access and a greater adjudication of those points independently. So I think that we've continued to be reasonable and rational on this to make sure that the redactions that take place or the information that isn't shared is consistent with the laws of Canada and protecting national security interests and protecting information that has to be protected, but that we do that with as much judiciousness as possible. And that's how we're going to continue to do it. That's the overall framework. Now, in terms of rubber hit the road, what about this situation, that situation, I think we have to allow that to evolve. And where there are conflicts or questions, we take them as they occur and answer them. But it's very difficult because of the complex nature of it to answer it in hypotheticals. Now we've seen increasing distrust around institutions, and by knowing that the judge likely won't be able to see all cabinet documents that went into making this decision, it's a very realistic possibility that people supportive of the convoy and very opposed to the government will say, oh, well, they're hiding the real reasons why they did this. So how do you try to combat that? I know we're getting ahead of ourselves here, but. Well, I think it's a very fair point. I think that all parties, regardless of what side of the aisle that they're on, have to think very carefully about how we play with information and questions of national security. It is very easy, when information isn't available, to try to project into it nefarious things. And that is not appropriate, particularly when you don't know those nefarious things are there. It feeds conspiracies and it feeds problems. I think we need a balanced, reasonable approach. So that's why, when I point back to the Winnipeg Labs, where we had a disagreement with the opposition, we changed our approach. We came with something which was even more expansive, even more transparent,
And that's what we have to do. We have to demonstrate in all steps of the process that our interest is in truth, in sharing information, and that we only withhold things that we absolutely must. Pour Thank vous, you so much. dernière question. En quoi la manif des camionneurs cet hiver, où elle était la menace, d'après vous, à la sécurité nationale? Avec les situations ici, avec l'occupation Ouais, illégale. ouais. En quoi ça constitue une menace à la sécurité nationale? Oui, c'est absolument. C'était pas juste pour les villes de Québec, mais pour toutes les peuples qui travaillaient ici à Parlement. C'était une question sévère pour les sécurités, pour le Parliamentary District. La cité parlementaire. Oui, exact. Et c'est quand les camions à l'extérieur, il y a une occupation illégale, les personnes qui cassaient la loi à l'extérieur de l'édifice, et quand toutes les personnes qui travaillent avec le Parlement, comme le député, comme le ministre, comme le journaliste et des autres, c'était une situation pas stable. Et c'était absolument une condition pas acceptable, une situation qui menace la sécurité ici. Et certainement, le Parlement, c'est national. Il y a une implication de ça nationalement. Mais si une menace à la sécurité nationale, pourquoi vous avez continué d'aller siéger et travailler au Parlement si c'était tellement une question de sécurité nationale? Pourquoi le Parlement est demeuré ouvert s'il y avait une menace si grande à la sécurité nationale? Pourquoi les élus pouvaient traverser et aller travailler? Oui, parce que c'est essentiel que notre travail continue. Et c'est pas important les conditions à l'extérieur du Parlement. J'ai une obligation chaque jour de travailler, d'arriver ici pour mes compétences. Ça, c'est une obligation pour moi. On doit continuer notre travail. S'il y a une situation à l'extérieur des chambres de communes qui est moins stable que normal, oui, ça menace ma sécurité personnelle, mais je dois dire clairement que j'ai une responsabilité d'arriver ici et de continuer le travail du Parlement. Si c'est possible dans l'Ukraine, certainement c'est possible ici au Parlement quand la situation est vraiment moins sévère que la situation dans l'autre pays, dans les conditions. Imagine pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres. C'était essentiel que le Parlement continue. Et évidemment, la situation ici était vraiment moins sévère. Mais on doit continuer notre travail. La démocratie doit continuer tout le temps. Merci beaucoup. Well, I think the committee will do their work. I believe in their independence. I believe in the work they'll be doing, and I think Canadians are looking forward to see their conclusion. But you know, it's an independent committee. That's how the law was set, and I believe in the work that these people are going to do for us and for Canadians, so that we can see the learnings from their work. Qu'est-ce qu'on fait avec Medicago maintenant? Ben écoutez, je l'ai dit, ça donne bien. Je rencontre le président aujourd'hui, qui sera en ville, le président qui vient du Japon pour me rencontrer. Donc, on l'a toujours dit. Vous savez, l'idée au départ, c'était de s'assurer d'avoir une position dans toutes les familles de vaccins. Hein. On voulait des vaccins qui puissent être basés sur des plantes. On voulait en avoir aussi sur ce qu'on appelle les particules. On en voulait aussi pour le mRNA. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'investir dans différentes plateformes. La bonne chose, c'est qu'on a aujourd'hui, vous savez, quand on a commencé, on avait quoi? 30 millions de capacités de fabrication de vaccins. On est rendu à 600 millions. Donc, je veux dire, pour la protection des Canadiens et des Canadiennes, c'est une bonne chose. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va continuer d'investir dans les différentes plateformes. On a Medicago, bientôt Moderna, on a Novavax, on a BioVectra, on a eu Sanofi qui est venu. Alors, moi, je dis, on est en bien meilleure position qu'on a commencé. Et dans le cas de Medicago, on va trouver une solution. On en trouve toujours. On va trouver une solution pour... Parce que même au Québec, ça semble être un problème... Bien, évidemment, la santé publique du Québec va prendre ses décisions, mais tu sais, il faut se remettre à l'époque, quand l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie, le Canada n'était pas en position de force. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se rend compte qu'on est en position de force. On a rebâti l'industrie en l'espace de quelques mois. Et là, les grands joueurs viennent s'établir chez nous. Pensez à Moderna, qui s'en vient chez nous au Canada. Pensez à Novavax, qui va produire à Montréal. Pensez à Medicago. Alors moi, ce que je dis, c'est que la prudence, c'est ce qu'il fallait faire, c'est d'investir dans toutes les familles de vaccins.
Et si vous parlez aux experts mondiaux, ils vous diront qu'aujourd'hui, ceux qui sont basés sur la base de plantes, c'est des vaccins qui sont tout à fait valables et qui peuvent sauver des vies peut-être la prochaine fois. Alors moi, je pense que c'est un investissement justifié, puis on va trouver une solution avec les dirigeants de Medicago. Est-ce que la solution, c'est de modifier l'actionnariat? Well, they've already have a production unit. What we wanted is to do that at scale because we wanted to make sure Canada could be part of the global effort to save lives. But obviously, what we said is that we wanted to invest in the different family of vaccines. We've done that with Sanofi. We've done that with Moderna, which is coming. We've done that with Novavax. And I think Canadians should feel better now that when we started the pandemic, our fill and finish capacity was around 30 million. Lately now, we could be able to fill and finish, 600 million vaccines. So we are in a much better position than we were. And I think I've always been prudent. You know, I don't know what's going to work next time. I didn't choose the pandemic. We are not going to choose, obviously, whether there's a new one. But what we could choose to be better prepared. And now Canadians can feel safer than ever that all the vaccines families will be having capabilities to produce them in Canada. Monsieur Champagne, allez-vous suggérer au président de Medicago de modifier son actionnariat? Écoutez, c'est pas à moi de dicter l'actionnariat d'une compagnie, vous comprendrez. Votre opinion. Mais ce que j'ai fait, par exemple, je lui ai parlé, je la rencontre aujourd'hui, le président qui arrive du Japon pour me rencontrer. Donc, on va regarder pour voir des pistes de solutions. C'est sûr que Medicago, moi, je pense que c'est un joyau d'avoir ça chez nous au Québec. Alors, travaillons ensemble pour trouver une solution. Merci. Sorry, I couldn't. I've not seen the latest on that. I've been quite busy. You might appreciate with everything to make sure that we'll bring back industry in Canada. But happy to comment further when I have more details. Merci tout le monde. Mr. Elgar, when do you see in the short term a lift of mask mandates in transportation? Do you think that could happen in the next few weeks, or travelers should expect for it to stay in effect for a few months, maybe more than that? Look, over the last 2 years, it taught me that I have to be extremely careful in making projections or predictions about COVID and public health. But let's talk about measures. short term. We're reassessing every policy that we have. We consult our experts. These discussions are happening regularly. So we just eased measures for young children. Stay tuned. Stay tuned. Thank you. Can we talk about mask mandates on planes, trains, and automobiles? The federal government still has a mask mandate. Most provinces have dropped all of their mask mandates for transportation. Do you think that the provinces are making a mistake by doing that? We're obviously always mindful of how best to protect Canadians when they work, when they travel, and we believe that wearing a mask in places like an airplane is the right thing to do. So if the federal government believes that masks are still necessary in transportation, why have the provinces let go of it? Do you think that's wrong? Well, all provinces and territories have the right and, in fact, the responsibility to do what they think is best for their citizens. We have obligations at the federal level to do whatever we need to keep people safe, and I think we expect Canadians to keep wearing a mask when they travel by air. In Ontario provinces where it's available, there seems to be a lack of enthusiasm to get the fourth booster shot. Well, people should always follow public health advice, and I think for the people identified by NACI and those identified by provincial and territorial authorities, I think they should get a fourth dose if they fall into these categories. I also believe that all Canadians now should have a third dose if they are eligible to have one. So that's the best way to protect ourselves, the best way to protect others. Ben, écoutez, je pense que les Canadiens apprécient qu'on vit dans un pays où à la fois on a la capacité d'exprimer son opinion et le faire dans des conditions qui sont respectueuses des gens qui nous entourent. Ici à Ottawa, les citoyens de la région nous ont dit très clairement au cours des derniers mois qu'ils souhaitaient vivre et travailler dans un environnement sécuritaire et paisible. Alors je pense que c'est un appel à tous et à toutes de continuer à profiter de ce qu'on fait de bien au pays, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer librement, mais de le faire dans des conditions respectueuses. Est-ce que vous voyez à court terme cette mesure-là
être retiré? On réévalue toutes ces mesures très régulièrement. Toutes les semaines, on a des réunions du comité du cabinet sur les questions. Donc, toutes ces mesures, y compris beaucoup d'autres, là, sont toujours appelées à évoluer en fonction de ce que la science nous dit, mais aussi en fonction de la situation épidémiologique. À court terme, est-ce que vous pensez que cette mesure-là peut être évaluée dans les prochaines semaines ou vous voyez ça encore pour quelques mois, peut-être encore, le port du masque? Dans les Bien, vous savez, la COVID-19, elle est avec nous et on sait qu'elle va être avec nous encore très longtemps. Il y a des nouveaux variants, des sous-variants qui apparaissent à peu près toutes les semaines. Les conditions changent rapidement. Alors, on évalue tout ça dans un cadre très global. On sait que les gens ont envie d'en savoir davantage et on fait le mieux qu'on peut pour en fournir davantage le plus régulièrement possible. Merci, à bientôt. But we've about 400,000 some vaccines set to expire at the end of the month. We've seen a few under 100,000 doses discarded over the past few months just because they're expiring. So what's the government doing to try to better address vaccine wastage as we still see plenty of global vaccine inequity? Right. So first and foremost, we're committed to a vaccine equity. So we've committed 200 million donations. Thus far, over 14 million have been donated. And first and foremost, it was about ensuring that we had enough doses for every Canadian so that they could have their full complement. And we're very happy that we have achieved that goal. Every Canadian can receive their full complement of doses of the vaccine. So that's something to celebrate. With respect to your question specifically, we have reached out to COVAX. We have said we have these vaccines available, and that they have not uptaken them right now. They're saying that right now they do not need them. And I know Minister Sajjan is actually working with countries directly to determine if there is interest. So those vaccines are available, they are there, and we are doing the best that we can to offer those up. And happy that you've asked me the question because we want to get that word out. And just, as the pandemic continues here, we don't know what the next variant could look like or when it may come. How is procurement looking at vaccines in the longer term, since we've, nationally we're seeing some vaccine rates plateau, the booster intake continues to be slower. So what's the plan going forward on purchasing more doses? Should we need to be purchasing more? Okay, so we have in place contracts that allow us sufficient doses moving forward. In those contracts, it's built in that the latest formulations we have access to. So those are already built in the contracts. So as variants form and as companies provide vaccines that will address those variants, we have access to those. So that is great news. That's where we are. Ultimately, it's about ensuring that people get vaccinated. And we are doing everything we can to demonstrate the importance of this. This is the best tool. The best tool is vaccination. So we want to continue to encourage Canadians, as we have, to get their vaccines, to make it as easy as possible for them to get their vaccines, because that's the best way through this. Thank you. Thanks. Je pense qu'il faut... Il y a un élément de prudence, parce qu'on a vu dans certains cas, quand il y a eu des concentrations certaines entre certains gens d'affaires et les médias, moi je pense que dans un monde où il y a de plus en plus de polarisation, où de plus en plus les médias sociaux sont utilisés pour exprimer aussi de l'information et de la désinformation, je pense qu'il y a matière quand même à prudence de voir cette concentration-là, que des médias qui sont historiquement indépendants deviennent la propriété d'individus qui sont aussi, dans ce cas-là, des chefs d'entreprise. Il y a une certaine concentration qui, je pense, doit nous amener à réflexion, autant chez nous, ici au Canada, qu'aux États-Unis. Parce que M. Musk a mis des propos... il a exprimé des... Puis, vous savez, j'ai répondu à ses propos. Trudeau, justement, j'ai répondu à ses propos. Oui. J'ai répondu à ses propos aussi. Alors, c'est là où la prudence, je pense qu'il faut prendre un peu de recul puis se demander, est-ce que c'est souhaitable dans des sociétés libres et démocratiques qu'il y a une certaine concentration entre des gens qui ont un pouvoir très important au niveau des affaires, et si on rajoute ça avec aussi l'information ou des outils d'information qui sont maintenant les médias sociaux, est-ce que c'est ça qui est souhaitable? Je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dedans. Est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient être instaurés? Nous, c'est sûr que on est en train de développer la charte du numérique qui va avoir aussi certaines
un certain encadrement, puis je pense qu'on le voit dans plusieurs sociétés démocratiques, la place de la désinformation devient préoccupante. Alors, il faut s'assurer que... Puis, c'est pas le premier à le faire. On a vu d'autres chefs d'entreprise acquérir des médias. Je pense, par exemple, il y en a eu aux États-Unis, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut s'inquiéter, je pense, de la concentration pour être sûr que la presse demeure libre, indépendante, et c'est le fondement de la démocratie. Alors qu'on voit beaucoup de désinformation maintenant. Moi, j'ai un appel à la prudence. Il faut regarder ça comme il faut s'assurer qu'il y a les bons outils en place pour que l'intérêt public soit toujours servi, c'est-à-dire d'avoir de l'information indépendante. Est-ce que vous allez soulever ça, ces préoccupations-là, avec votre homologue américain, qui est responsable d'approuver? C'est intéressant. Je vais être à Washington, je pense. On est en train de planifier, peut-être la semaine prochaine. Oui. Alors, ça sera certainement quelque chose qu'on pourra discuter pour voir un peu les positions de l'un de l'autre, parce que c'est pas seulement un phénomène nord-américain, c'est un phénomène mondial. On voit aussi en Europe. Alors, la concentration entre des intérêts économiques et la presse, je pense que comme société, et je voyais Barack Obama qui s'est exprimé là-dessus récemment aussi, je l'ai vu s'exprimer là-dessus, puis je pense que ses paroles nous amenaient tous à réflexion, donc ça va certainement alimenter ça. Est-ce que vous partagez les préoccupations de Barack Obama là-dessus, disant que... Je pense que oui, il a fait un constat qui est fort intéressant, puis un constat, je pense, que beaucoup de gens sont en train de faire, un peu de cette concentration-là entre des intérêts économiques et la puissance aujourd'hui qu'on voit de ce qui a commencé comme une plateforme de médias, d'un média social qu'on voyait et qui maintenant est devenu une force en termes de formation ou même qui peut être utilisé dans des informations. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, on voit ce que ça peut donner. Puis on a vu ce que ça peut donner aussi dans des élections démocratiques. Alors, je pense qu'il y a de la prudence. Moi, j'approche ça de façon ouverte, mais avec de la prudence, puis je pense que c'est une saine prudence dans une société libre et démocratique. Mais allez-vous passer ce message-là? On va avoir la chance d'en discuter avec mes collègues sur cette question-là. Moi, je vous exprimais plutôt une opinion personnelle aussi, comme un ministre d'un gouvernement fédéral dans un pays du G7 qui voit ça aller, qui se pose des questions. C'est certain qu'on aura la chance de développer probablement une position et de pouvoir discuter, mais c'est clair que les paroles de Barack Obama résonnent autant aux États-Unis que chez nous dans ce cas-là. So you're worried about this takeover? I'd say, I just say we need to think about it. I'm not saying whether I'm worried or not. I just said what I was saying in French is that I think we just need to have a thoughtful approach to all that. The concentration you see between business and free media. We've seen social platform and other media being acquired over time, and we've seen a lot of, in the context of Ukraine now and other places, we've seen information and disinformation and how they can be powerful. So it's more reflection as a citizen of a democracy to make sure that we see that kind of concentration and whether that serves the public interest in a democracy, to make sure that there's not too much concentration and there's proper safeguards to make sure that in a free and democratic society, the information, the role of journalists and the platforms that are being used to diffuse information, to make sure that information is communicated to people, the ownership is not concentrated in a few hands. And what would that mean? And the words of Barack Obama recently that you may have seen made me reflect. So as a citizen of a democracy and a government of a G7 country, I'm looking at that and I say we just need to be thoughtful, and step back maybe to think about that and say, what does that mean? Obviously, the digital charter and other things that we're putting will hopefully address some of these concerns, because we've seen how these social media platforms could be used and have been used. And even in the war in Ukraine now, we're seeing how important a role they play in either informing or disinforming people. Mm-hmm. And what does that mean when you have a concentration of these platforms in a few hands? I think it's just something that we need to reflect on and make sure that we, as a democracy, as democracies, there would be proper safeguards. But is there anything that Canada could do? Well, obviously, like I was saying, I'm giving you my reflection as an engaged citizen in a democracy in a G7 country, seeing things happen. You just step back and you say, okay, if
that is happening. What does that mean for now, in the medium term, in the long term? So obviously, we'll have reflection and certainly think about what does that mean for us as a democracy. Merci. Quelle est la conséquence, justement, que les plateformes ne sont pas concentrées dans quelques mains de gens puissants? Quel est l'effet que ça a ou le danger de dérapage que ça représente? Ben, je pense qu'on a déjà vu des exemples. Alors, il faut, je pense que c'est de la prudence. Tu sais, j'exprimais ce mot-là avant, de la prudence est de mise dans un contexte comme celui-là où il y a une certaine concentration. Qu'est-ce que ça va prendre? Quelles mesures on devra mettre en place pour s'assurer que l'information continue d'être indépendante puis de favoriser... c'est important dans une société libre et démocratique que l'information et la diffusion de l'information restent pour moi indépendante. Alors, cette forme de concentration-là, on devra réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a nécessairement une action à poser, mais certainement, c'est une réflexion qu'on doit se faire. Ça vient d'arriver. Il y aura un moment de réflexion qu'on devra avoir, non seulement ici, mais je pense dans les autres pays du C7, dans les démocraties, parce qu'on le voit, on l'a vu, comment ces médias-là peuvent être utilisés à bon escient, largement, mais aussi pour faire de la désinformation. Puis on a dû prendre des mesures récemment, comme vous l'avez vu dans la guerre en Ukraine. Vous avez été là, justement, alors vous comprenez tout ça. Donc, on devra réfléchir, je pense, comme démocratie. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Bonjour, Madame Croyez-vous que les entreprises assujetties à la loi sur les langues officielles devraient avoir, et que ce soit forcé par la loi, un certain nombre d'administrateurs francophones sur leur conseil d'administration? Mais j'assume que vous parlez spécifiquement aussi de la situation du CN. Je parle de façon générale. Mais je vais vous dire, moi, je vais quand même, mon premier commentaire va être pour la question du CN. J'étais complètement désappointée. C'est vraiment pas acceptable qu'il n'y ait aucun francophone sur le conseil d'administration. Et puis le CN nous a dit qu'ils vont rectifier cette situation-là dans les plus brefs délais. Puis pour votre question, oui, je pense qu'on devrait toujours avoir des francophones au sein des conseils d'administration. C'est très important. On habite dans un pays qui est bilingue et puis c'est de la responsabilité à s'assurer qu'on va avoir une bonne représentation sur nos conseils d'administration. Devriez-vous légiférer? Pardon? Devriez-vous légiférer, l'imposer? Mais encore une fois, je pense que si on regarde tout le travail qui a été fait avec le projet de loi C13, au cours de nos conversations, de nos consultations, le message qui nous a été envoyé très clairement, puis aussi par le commissaire aux langues officielles, c'est de s'assurer que la question des services, qu'il va toujours avoir des services qui vont être offerts en français et en anglais, et puis c'est exactement qu'on s'assure avec toutes les entreprises de compétences fédérales que les employés et puis les clients pourront se faire servir en français. Pourquoi pas imposer des quotas? Par exemple, les chaires de recherche et des quotas pour la diversité. Pourquoi pas imposer des quotas à ces entreprises-là pour le français? Encore une fois, moi je pense que réellement c'est très important de s'assurer que c'est les conseils d'administration qui vont avoir une représentation des francophones. Et puis, encore une fois, le CN nous a dit qu'ils vont rectifier cette situation-là. Et puis j'espère que les autres entreprises, les autres compagnies aussi vont suivre l'exemple. On s'attend que ces entreprises, que ces compagnies vont faire de la bonne chose. Et puis, je pense que c'est une leçon que peut-être que les autres entreprises vont les forcer à réfléchir. Merci bien. Ça donne une occasion à durcir la loi. C'est la loi sur les langues officielles. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait forcer la présence d'administrateurs francophones sur leur conseil d'administration? Écoute, le fait qu'on a une nouvelle loi sur les langues officielles, c'est extrêmement positif pour la communauté que je représente à Saint-Boniface-Saint-Vital et c'est quelque chose qu'on va travailler avec la ministre, avec les communautés, avec les personnes d'affaires pour assurer un meilleur service aux Canadiens. Mais la proportion d'administrateurs... Merci.